Merci de nous rejoindre sur Radio J et c'est l'heure à présent de retrouver avec Christophe Dard l'histoire des Juifs de France. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons poursuivre notre dossier consacré à l'armée juive de combat, une organisation de résistance majeure durant la Seconde Guerre mondiale. Alors dans le premier numéro, nous avons parlé de la création de l'armée juive de combat en 1942 à Toulouse et qui se fixe plusieurs missions: faire passer des enfants juifs en Palestine via l'Espagne, fournir de faux papiers et également participer au combat contre l'ennemi, le tout en affichant clairement des couleurs sionistes. Alors Christophe, nous sommes à présent en 1944 et si l'armée juive de combat est très active, eh bien certains de ces cadres ont dû se réfugier en France ou dans des pays voisins. Et oui, la plupart d'entre eux, des cadres qui étaient nés en Europe centrale ou de l'Est et qui avaient émigré en France pour la plupart dès les années 20 pour fuir les guerres et les pogroms. Et depuis novembre 1942 et l'invasion de la zone du Sud, dite libre, dont on dira jamais assez le tournant que ça a représenté dans la guerre, invasion menée par l'Allemagne nazie, eh bien l'armée juive de combat qui y concentre l'essentiel de ses forces et de ses activités depuis sa création doit totalement se réorganiser. Les ingénieurs électriciens d'origine polonaise, Abraham Polonski, Aaron Lublin, quittent Toulouse pour Lyon. Le poète d'origine moldave, David de Knut, lui est en Suisse. Et le rabbin d'origine polonaise, Paul Reumann, qui a eu la vie sauve après avoir été arrêté par la police allemande, prend la direction de Grenoble, puis de Castres. Alors malgré ces coups durs, l'armée juive de combat est très active, notamment grâce à un officier, Jacques Lazarus, chargé de la formation militaire des jeunes recrues. Le Suisse Maurice Lobenberg, dit Maurice Cachou, spécialiste de la confection de faux papiers, met lui en place un service de renseignement chargé d'exécuter les dénonciateurs des Juifs. Les premiers maquis se mettent en place dans le département du Tarn et un journal clandestin est créé. L'armée juive de combat est donc vraiment structurée et en mai 1944, Abraham Polonski fait reconnaître l'organisation juive de combat, c'est son nouveau nom, comme mouvement de la résistance française par le comité de libération nationale de Toulouse. L'armée juive noue alors des relations plus étroites avec les forces françaises de l'intérieur. Les combattants de l'armée juive adoptent le nom de troupe Trumpeldor en hommage au héros sioniste, bien sûr, Joseph Trumpeldor, et nous allons justement ouvrir une petite parenthèse pour parler de lui. Bah oui, c'est quand même important, il était né en 1880 en Russie et il suit une formation de dentiste, puis s'engage volontairement dans l'armée russe à 22 ans. Il participe notamment à la guerre russo-japonaise, cette guerre qui se déroule entre 1904 et 1905, où il va d'ailleurs perdre son bras gauche. Il reçoit d'ailleurs 4 décorations pour bravoure, ce qui fait de lui le soldat juif le plus décoré de toute la Russie. En 1912, Joseph Trumpeldor immigre en Palestine, qui fait alors partie de l'Empire ottoman. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est expulsé en Égypte, où se trouvaient alors de nombreux Juifs de Palestine, également expulsés par les Ottomans. Et c'est là qu'avec Vladimir Jabotinsky, il va fonder le corps des muletiers de Sion, qui est le prélude en fait à la création de la Légion juive en 1917, et avec pour projet de libérer alors la Palestine sous domination ottomane au bénéfice du peuple juif. Trumpeldor qui va mourir à l'âge de 40 ans en Palestine mandataire en 1920, tué au cours d'une escarmouche avec un groupe d'insurgés anti-français issus d'un village libanais. Ses derniers mots auraient été « Ça ne fait rien, c'est bon de mourir pour son pays ». Alors revenons à l'organisation juive de combat. À l'été 1944, on évalue à 900 le nombre de maquisards qui en sont membres, mais les arrestations se multiplient. Le chef du groupe franc de Lyon est arrêté et fusillé. Le 17 juillet 1944 à Paris, Jacques Lazarus et le rabbin René Capel sont également arrêtés dans une voiture censée les conduire à un terrain d'envol pour l'Angleterre. Les taux se resserrent et écoutez justement Jacques Lazarus, voilà ce qu'il racontera dans l'ouvrage Juifs au combat en 1947. L'auto parcourt rapidement 500 mètres. Brusquement notre guide se retourne, son visage souriant a pris un masque de haine, il a braqué sur nous un revolver, les mains sur la tête commande-t-il. Je me souviens qu'aux premières secondes, des images confuses se succèdent à une allure vertigineuse dans mon esprit. La voiture s'arrête maintenant devant le porche d'un immeuble. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait du siège de la Gestapo, 180 rue de la Pompe. Nous sommes aussitôt accueillis par 3 gardiens, poussés dans une pièce, fouillés, interrogés, tandis qu'autour de nous, une bande, la pipe aux lèvres, forme cercle. 2 revolvers sont braqués sur nous. Dans le même temps, de nombreux dirigeants de la section parisienne de l'armée juive tombent dans le guet-apens tendu par un certain Charles Porel, en réalité un agent de l'Abwehr, une organisation de l'armée allemande. Emprisonnés à Fresnes, ils sont transférés sur ordre d'Alois Brunner le 11 août 1944 au camp de Drancy. Arrêté en même temps que ses camarades à Paris, Maurice Jodenberg, dit Maurice Cachou, ancien responsable de
de l'armée juive à Nice, puis chef du service des faux papiers, meurt sous la torture. La femme du poète David de Knut Ariane, elle est tuée le 22 juin 1944 dans une embuscade tendue par la milice lors d'une réunion de l'armée juive dans son appartement à Toulouse. Celui aussi qui a géré le journal quand même, Moïse Finkelstein, lui est déporté en juin 1944. Il connaît le même destin tragique ainsi que celui qui va lui succéder un peu de temps à la tête du journal, donc on peut dire officiel, clandestin de l'organisation juive de combat, Thomas Bauer, qui lui est arrêté à Toulouse en juillet 1944. Alors malgré ces coups durs portés à l'armée juive de combat, la section parisienne se reconstitue en très peu de temps et sur l'ensemble du territoire, ses membres se regroupent. Et le 20 juillet 1944, ce qu'on appelle aussi le peloton bleu-blanc, en raison des couleurs sionistes clairement affichées, affronte la grande offensive de la Wehrmacht sur les maquis du Tarn. Ces maquis du Tarn, où l'organisation juive de combat est installée depuis quelques mois, et ainsi va parcourir plus de 100 km pour échapper à cet encerclement. Et puis l'organisation juive de combat participe aussi à la libération de nombreuses villes. Ainsi, le maquis de l'armée juive dans la région du Chambon-sur-Lignon va participer à la libération de la région et du Puy-en-Velay. 4000 Allemands se rendent. Au même moment, plus au nord, un commando composé de plusieurs hommes, il prend possession du camp de Drancy, d'où sont partis les convois vers les camps de la mort pendant la guerre. Et le 25 août, le groupe franc juif fait partie du défilé, le fameux défilé du général de Gaulle sur les Champs-Élysées. À ce moment-là, Jacques Lazarus est revenu dans la capitale. Alors rappelons qu'il avait été déporté avec 24 autres membres de l'organisation juive de combat le 17 août 1944 depuis Drancy, dans le dernier convoi en direction des camps. Mais Jacques Lazarus a réussi à s'évader avec 27 autres prisonniers en sautant du train. Et oui, effectivement, on était resté précédemment sur son arrestation et effectivement déporté. Il a réussi donc à s'échapper. Un joli évidemment coup pour Jacques Lazarus. Et quelques jours plus tard, le 3 septembre 1944, un membre éminent de cette organisation juive de combat, Aaron Lublin, lui fait partie des libérateurs de la ville de Lyon. Alors au total, au cours de l'occupation, même si bien sûr on n'a pas des chiffres précis, c'était quand même, il faut le rappeler, tout cela est évidemment clandestin, et bien 1952 juifs ont prêté allégeance à l'armée juive, dont peut-être finalement qui est devenu connu ces derniers temps, qui n'est autre que Joseph Bernstein, qui en fait n'est autre que le père de la première ministre Elisabeth Borne. Mais si le dénouement de la guerre marque la fin des opérations militaires de l'armée juive, ce n'est pas la fin de l'engagement sioniste de son fondateur Abraham Polonsky. Ah oui, loin de là, en 1945, il rencontre David Ben Gourion, qui est alors responsable de l'agence juive et de la Haganah, c'est l'organisation sioniste la plus importante en Palestine mandataire depuis sa création en 1920, et Polonsky, qui met l'armée juive au service de cette délégation de la Haganah en Europe. Il en prend la direction ainsi que pour l'Afrique du Nord. Polonsky joue donc un rôle majeur pour faire passer des milliers de juifs en Palestine. À l'approche de la fondation de l'État d'Israël en 1948, Polonsky participe à la logistique des camps d'entraînement militaires qui doivent former les futurs soldats qui participeront d'ailleurs à la guerre de 1948 déclenchée par des pays arabes contre Israël. Et d'ailleurs, c'est en Israël que beaucoup de membres de l'organisation juive de combat vont émigrer, comme le poète David de Knut, où il mourra en 1955. Et puis progressivement, évidemment, tous ces membres vont s'éteindre les uns après les autres. Abraham Polonsky en 1992, Aaron Lublin qui avait créé après-guerre la société de protection des enfants juifs qui protège les jeunes ayant survécu à la Shoah et organisé leur transfert vers la Palestine, lui meurt en 1995. Enfin, Paul Rothman, qui avait été également l'un des fondateurs de l'armée juive, meurt en 2007. Il a été directeur pour l'Europe et l'Afrique du Nord de la section religieuse du département de la jeunesse à l'agence juive entre 1950 et 1970. Et oui, on remarque que beaucoup ont vécu en Israël et surtout qu'ils ont eu des rôles très importants par la suite. D'ailleurs, 1970, c'est l'année où Paul Rothman fait son alia et pendant plus de 30 ans, il va œuvrer pour la création de mouvements sionistes à destination de la jeunesse, en particulier défavorisée, ce qui lui vaudra de recevoir le titre de citoyen d'honneur, excusé du peu, de la ville de Jérusalem en 1999. Et puis, peut-être le dernier d'entre eux, celui qui a sauté du train, Paul Lazarus, qui vit après-guerre à Alger, qui devient directeur du Congrès juif mondial pour l'Afrique du Nord et qui créera aussi le mensuel Information juive. Il meurt en 2014. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode de l'histoire des Juifs de France consacré à l'armée juive.